C'était encore une de ces après-midi lourdes à Marseille, avec le soleil méditerranéen qui collait à la peau et alourdissait chaque pas. Le bistrot Le Temps d'Avant, situé près du vieux port, battait son plein. Clients impatients, serveurs, sur les nerfs, cuisine en feu. C'était le genre de journée où les secondes dérapent et les erreurs s'accumulent. Lena Brooks, serveuse depuis quelques mois, enchaînait les allers-retours entre le comptoir et la terrasse. Son polo était trempé de sueur, ses cheveux attachés à la va-vite en un chignon flou. Elle évitait soigneusement le regard froid de la gérante Caroline et tentait de camoufler les légers tremblements qui lui parcouraient les doigts. Après avoir servi une table de touristes allemands dont les enfants avaient jeté des frites, à peine entamée, Lena déposa le plateau vide sur le passe-plat et dévia vers l'arrière-cour sans dire un mot. Elle poussa doucement la porte métallique menant à l'espace des poubelles où quelques fûts d'huile usagés étaient alignés contre le mur. Là, à l'abri des regards, elle souleva le couvercle d'une benne en inox, inspecta rapidement les sacs posés à l'intérieur et repéra une boîte cartonnée où reposait une salade de poulet, presque intacte. Sa gorge se serra. Elle jeta un dernier regard autour d'elle, puis s'accroupit dans un coin hors de vue, dos contre le mur. Elle mangea avec ses doigts, à petits gestes rapides. Chaque bouchée était accompagnée d'un mélange de honte et de soulagement. Ce n'était pas la première fois, ni sans doute la dernière, mais ce moment, elle le gardait pour elle, sans plainte, sans drame. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme assis seul à une table près de l'entrée avait tout observé. Personne ne faisait attention à lui, ni les serveurs, ni les clients. Un type banal, chemise froissée, basket fatigué, l'air d'un habitué discret. Il s'appelait Henri Dumas, officiellement simple plongeur pour une période d'essai. Mais en réalité, il était le PDG du groupe Dumas Restauration, propriétaire d'une quinzaine de restaurants à travers la France. Depuis plusieurs semaines, il visitait ces établissements en cachette, voulant comprendre ce qui avait changé depuis leur début modeste. Et à cet instant précis, en voyant Lena ramasser une assiette dans une benne, il comprit que ce n'était pas le menu qu'il fallait revoir. C'était l'âme du lieu qui s'était égarée. Dès le matin suivant, Henri se présenta à nouveau au bistrot, cette fois en tant qu'employé déclaré. Officiellement engagé dans un programme de réintégration professionnelle, il savait que personne n'allait lui dérouler le tapis rouge. Caroline, la responsable du service, lui colle un regard méfiant dès son arrivée. On sentait qu'elle n'aimait pas l'idée, mais qu'elle n'avait pas eu le choix. Le siège de Dumas Restauration avait exigé l'accueil du nouveau stagiaire pour quelques semaines. Alors, elle lui attribua sans hésiter les corvées les plus ingrates. Nettoyer les toilettes de l'arrière-cour, frotter les plaques, graisseuses de la cuisine, trier les poubelles de tri sélectif puantes que personne n'aimait toucher. Dans le vestiaire, personne ne lui parla. Dans les couloirs, les autres serveurs passaient devant lui, sans le regarder. Quand il s'approchait, les conversations s'interrompaient. Il était là, mais comme s'il n'existait pas. Sauf pour Lena. Elle n'était pas chaleureuse, ni bavarde, ni accueillante. Mais ce fut elle qui, en nettoyant rapidement un plan de travail, lui glissa sans le regarder. Le savon noir est rangé dans le seau rouge, sous l'évier, et évite l'eau du robinet du fond. Elle sent le faire depuis au moins 2 semaines. Elle continua son chemin sans attendre de merci. Pourtant, ce petit geste avait tout changé pour Henri. Il avait l'habitude d'être entouré de gens qui riaient à ses blagues et disaient oui à tout. Là, il n'était rien. Et ce rien lui faisait du bien. Il se sentait à sa place, à sa toute petite place. Au fil des jours, il commença à observer Lena avec plus d'attention. Elle ne perdait pas une seconde, marchait vite, portait 3 assiettes dans chaque main sans jamais rien faire tomber. Quand un enfant se mettait à pleurer à cause d'un steak trop saignant, elle pliait une serviette pour en faire un renard. Il oubliait de pleurer, émerveillé. Et malgré la fatigue, malgré le salaire ridicule, elle disait toujours merci quand on lui laissait un pourboire, même minuscule. Derrière ces gestes simples, Henri comprenait une vérité douloureuse. Et c'était elle qui faisait tenir tout le restaurant debout. Elle,
invisible aux yeux de ceux qui croyaient tout gérer, mais si nécessaire que sans elle, tout se serait déjà effondré. Au bout de quelques jours, Henri connaissait déjà les rythmes du bistrot comme sa poche. Il reconnaissait le bruit particulier de la porte arrière quand elle claquait mal, le tic-tac rapide du minuteur de la friteuse qui paniquait les cuisiniers, les cris étouffés entre le chef et les serveurs quand les commandes s'entassaient trop. Il notait aussi les visages, fatigués, tirés par des nuits sans fin et des matins trop tôt. Les sourires automatiques, les blagues échappées entre deux services, dites sans rire mais juste pour tenir le coup. Il voyait tout, et surtout Léna. Tous les soirs, elle attendait le même bus sur le boulevard Rabateau, celui qui arrivait près de minuit. Elle montait les marches en traînant les pieds, parfois en s'endormant entre deux arrêts. Et pourtant, le lendemain, elle était là avant le lever du soleil, les cheveux attachés, les yeux cernés mais toujours en poste. Personne ne lui disait merci, pas un mot, mais si elle n'était pas là un jour, tout s'effondrerait. Un vendredi soir, à la fin d'un service trop plein, où les clients râlaient plus fort que d'habitude, le sol de la cuisine devint glissant à cause d'un bac d'huile qu'un apprenti n'avait pas signalé. Léna n'eut pas le temps de voir. En passant en courant du comptoir à la plonge, elle glissa. Son coude heurta violemment le sol, les assiettes tombèrent dans un grand fracas de vaisselle brisée. Le silence fut immédiat. Les clients, les collègues, tout le monde s'était figé. Et puis Caroline arriva, furieuse, et prit Léna à partie, devant tout le monde. « Tu regardes jamais où tu mets les pieds, ou quoi? Si t'abîmes encore du matériel, c'est sûr, ta paye que ça tombera !» Léna cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle s'éloignait du moment. Elle s'agenouilla sans un mot pour ramasser les morceaux coupants. Ses mains tremblaient, mais elle les utilisa malgré tout. Le sang commença à apparaître en gouttelettes sur ses doigts. Henri, sans réfléchir, coupa la machine à laver et s'approcha. Il prit un torchon propre et s'agenouilla à son tour. « Laisse, je t'aide. » Elle voulut dire non, mais il insista doucement. Il ne parlait pas beaucoup, mais à travers ce geste simple et silencieux, quelque chose changea. À cet instant, Henri comprit que rester discret ne suffisait plus. Il avait vu, vécu, supporté assez. Maintenant, il fallait agir. Cette même semaine, alors que le service du midi venait tout juste de se terminer, Dorian, le vieux cuisinier du bistrot, appela Léna d'un geste tranquille. « Hé, viens voir un truc, gamine !» Elle le suivit jusqu'à l'arrière-cuisine dans cette petite pièce carrelée aux murs jaunis par la chaleur et le temps. Là, entre deux vieilles casseroles, accrochées de travers et une pile de carnets graisseux remplis de gribouillis, il avait posé une assiette fumante sur la table trop basse. Il voulait qu'elle goûte une nouvelle recette, un plat qu'il bricolait depuis plusieurs jours. Un genre de mijoté de haricots blancs aux épices douces, inspiré de la cuisine du sud-ouest, façon grand-mère. Léna hésita. Elle n'avait pas tellement l'habitude qu'on lui demande son avis, mais elle prit une bouchée, concentra son attention. Après quelques secondes de silence, elle répondit doucement. « Il y a un truc, c'est bon vraiment, mais si tu fais revenir l'oignon à feu plus doux et que tu mets laurier et thym plus tôt, ça se mélange mieux. Et le romarin, faut y aller mollo, sinon il écrase tout. » Dorian resta un moment silencieux, les bras croisés, puis il se mit à rire. « T'as une langue de cuisinière, toi. Y en a pas beaucoup qui captent des détails comme ça. » Léna hocha les épaules, un peu gênée. Mais dans son ventre, quelque chose se réchauffa. Ça faisait des mois qu'on ne lui avait rien dit de positif, rien qui parlait d'elle comme si elle valait quelque chose. Ils restèrent là, à bavarder un peu, à parler d'ingrédients, de plats de fête, de souvenirs. Dorian lui confia qu'il rêvait, depuis des années, de publier un livre de recettes, pas n'importe lesquels, des plats qui racontent, des mets qui sentent la mémoire, la cuisine de leur grand-mère, des repas partagés, quand la table était bancale, mais pleine de monde. Léna parla alors de la sienne, de sa grand-mère qui, autrefois, avait bossé dans un resto du même style, à Montpellier. C'était flou dans sa tête,
mais elle se rappelait les récits de sa mère, les plats qui n'étaient jamais écrits mais transmis à voix basse. Dorian promit de chercher dans les vieux registres du bistrot. Peut-être qu'il y trouverait une trace. À cet instant, avec les casseroles au mur, l'odeur du plat tiède et la lumière douce de la fin d'après-midi, quelque chose germa entre eux, une collaboration, ou peut-être plus simplement, un espoir rendu un peu plus réel. C'était un jeudi après-midi, juste avant le coup de feu du soir. La salle était encore calme et la lumière douce passait par les vitres donnant sur la rue. Soudain, un client assez pressé, la cinquantaine, bien habillé, revint en colère, haussant le ton dès l'entrée. Il affirma qu'on lui avait volé son portefeuille pendant son déjeuner. Il avait déjeuné ici, disait-il, et il en était sûr. Il l'avait laissé sur la chaise, et maintenant il avait disparu. Caroline, fidèle à ses habitudes, sauta sur l'occasion pour prouver une fois de plus qu'elle contrôlait tout. Le monde à la baguette. Elle ne laissa pas le doute s'installer longtemps. Les yeux plissés, elle désigna Béa. Béa, c'était l'une des rares amies de Léna dans ce lieu pesant, douce, discrète, toujours à bosser sans faire de vagues. « C'est elle qui a servi cette table, non ?» dit Caroline devant tout le monde. La parole flotta dans l'air, comme une odeur d'huile brûlée. Béa resta figée, son visage se décomposa, puis elle partit en larmes dans la réserve, incapable de dire un mot. Caroline la suivit aussitôt, menaçante. « Si tu veux éviter d'avoir les flics dans ta vie, vaut mieux que tu dises tout de suite ce que t'as fait. » Quand Léna l'apprit, elle sentit la colère monter. Ce n'était pas seulement de l'injustice. C'était insultant, surtout venant d'une chef qui ne connaissait rien de ses employés ni de leur droiture. Elle se planta devant Caroline sans attendre qu'on l'invite. Béa n'a jamais approché cette table. Cet homme, c'est moi qui l'ai servi, et il est parti avec sa veste sur le bras. Peut-être que la carte était dedans, qui sait? Caroline voulut répliquer, mais Henri s'avança calmement, toujours vêtu de son tablier de plongeur. Sans bruit, il tendit son téléphone à Caroline qui jeta un œil critique à l'écran. C'était une petite vidéo tirée des caméras du hall. On y voyait bien le client quitter le restaurant, la main sur sa poche arrière, visiblement rassuré. Aucune trace de vol. Caroline recula à peine, mâchoire serrée. Elle ne dit rien, mais tout le monde avait compris. Béa fut blanchie, mais le malaise resta. Léna, elle, obtint un mélange discret de respect et de méfiance. Dans les couloirs, certains la regardèrent différemment, comme quelqu'un qui parle quand il ne faut pas. Caroline, elle, ne la lâcha plus des yeux. Ce soir-là, tout semblait partir de travers dès le début du service. Une panne du frigo avait contraint Dorian à improviser. La moitié des commandes arrivaient mal notées, et Caroline fulminait plus que d'habitude. Dans ce chaos, Henri, qui s'occupait de la plonge, tentait de tirer une énorme marmite de bouillon vers le coin de refroidissement. Il glissa en posant le pied sur un torchon humide abandonné sur le carrelage. Le choc n'était pas violent, mais suffisant pour le déséquilibrer. Sa cheville plia mal. Il lâcha un petit cri et tomba lourdement sur le côté. Personne ne le remarqua. À cette heure-là, chaque employé courait dans tous les sens. Personne n'avait l'œil sur personne, sauf Léna. Elle arriva par la réserve, un bloc de torchon sous le bras. Elle s'arrêta net en le voyant au sol, recroquevillé contre le mur. Sans parler, elle posa ce qu'elle avait, s'agenouilla et l'aida à se redresser tant bien que mal. Puis elle l'amena doucement jusqu'à un coin calme derrière l'évier de service. « Mets-toi là, respire. Je vais chercher de la glace. » En quelques minutes, elle revint avec un sac plastique rempli de glaçons qu'elle enveloppa dans un torchon. Elle s'accroupit, lui retira la chaussure et examina la cheville, attentive, mais sans précipitation. Henri tenta de plaisanter, un peu rouge. J'ai connu pire. Une fois, j'ai descendu une montagne avec une côte fêlée et un sac de 20 kilos sur le dos. Léna esquissa un sourire sans répondre. Elle lia la glace autour de sa cheville d'un geste sûr. J'ai dû apprendre comme ça, ma mère. Tombait souvent malade. Il n'y avait pas de médecin qu'on pouvait se payer facilement. Alors j'ai tout fait moi-même. Pansements, compresses, sirop. Tu sais, quand c'est toi ou personne, tu fais sans réfléchir. Elle s'assit à côté de lui sans le regarder directement.
Il hocha doucement la tête, le regard perdu un instant dans le vide. Le vacarme de la cuisine continuait de ronronner loin derrière, mais ici, dans cet espace étroit et tranquille, tout semblait suspendu. Pour la première fois depuis longtemps, Henri ne se sentait ni juge ni jugé. Juste là, assis, blessé, et pris en charge sans attendre rien en retour. Il ne dit rien de plus, mais au fond de lui, il savait que cette nuit, quelque chose avait changé. Pas à cause de la douleur au pied, mais à cause de la façon dont Léna l'avait vu, vraiment vu. Ce jeudi-là, la pluie tombait sans pause sur Marseille, martelant les vitres du Mason Stable comme des tambours discrets. Le service n'avait pas encore commencé. Léna, trempée jusqu'aux os, franchit l'entrée arrière sans faire de bruit. Elle avait pris un peu d'avance exprès. Dans sa poche, un petit objet la brûlait presque. Un simple enveloppe Kraft, un peu gondolée à cause de l'humidité. Elle la posa sur le bureau de Caroline, là où s'empilaient les bons de livraison. Aucune signature, juste des feuilles pliées en deux, remplies d'idées, de recettes, de suggestions. C'était venu d'un coup, un élan difficile à expliquer, pas pour se faire remarquer, plutôt pour transmettre un truc sincère, une envie de faire du bien à cet endroit malgré tout. Des plats simples, à base d'ingrédients bon marché, mais pleins de mémoire. Des combinaisons issues de ce qu'elle avait mangé petite, chez sa grand-mère. Soupe de riz au citron, salade de lentilles tièdes, sandwich au poulet rôti et cornichons. Au piment, elle annota chaque idée avec précision. Coût, saisonnalité, façon de réduire les pertes. Puis elle s'éclipsa comme elle était venue. Ce fut Henri qui tomba sur l'enveloppe en fin de matinée, alors qu'il cherchait une commande oubliée d'huile de tournesol. Il la lut sur place, d'un trait. Une page après l'autre, il sentit quelque chose se serrer en lui. Ça n'était pas juste un carnet de cuisine, c'était comme une lettre d'amour au bistrot, pleine de respect et de lucidité. Il relut certains passages plus lentement, admirant les détails dans les mots, la logique des idées. La main qui avait écrit ça lui semblait étrangement reconnaissable. Mais il laissa cette pensée de côté. Il tendit un exemplaire à Dorian, l'air de rien. Dorian sourit immédiatement. « C'est elle, pas vrai ? Je reconnais sa touche. Il n'y a que Léna pour penser au piment dans les pickles. » Ils n'en parlèrent à personne, mais préparèrent, dès le lendemain, un test discret. Un sandwich de poulet mariné, fait maison, servi avec des pickles légèrement épicés et une petite salade. L'ardoise du jour le présentait comme une nouveauté maison sans cérémonie. Contre toute attente, les clients l'adorèrent. Il se passa quelque chose. Plusieurs demandèrent si cette recette venait d'un chef invité. Aucun ne savait qu'elle venait du cœur discret d'une équipière qu'on regardait à peine la veille. Le samedi matin, la salle du Masons. Table se remplit lentement, entre les cafés allongés et les croissants un peu trop secs du coin petit-déj. Une pluie fine tombait encore dehors, rendant l'atmosphère un peu plus calme que d'habitude. Vers 10 heures, un homme entra, lunettes, noir, portable à la main, et s'installa dans un coin de la salle. Il ne parlait à personne, sauf à son écran. C'était Julien Morel, un influenceur culinaire bien connu à Marseille. Il s'était déjà fait remarquer pour ses critiques tranchantes, mais aussi pour sa manière de repérer les petites adresses oubliées. Il commanda sans hésiter le sandwich de poulet au pickle maison, celui tout juste ajouté en douce par Henri et Dorian sur les conseils anonymes de Léna. Il prit des photos sous tous les angles, gros plan du pain grillé, lumière douce sur les légumes marinés. Puis il mordit dedans, lentement, comme s'il goûtait sa propre enfance, et ferma les yeux quelques secondes. Il ne parla pas tout de suite, mais son sourire trahissait tout. Moins d'une heure plus tard, son poste fit le tour d'Internet. Il écrivait « J'ai retrouvé le goût de mon enfance provençale dans un petit bistrot qui semblait avoir perdu son âme. Ce sandwich est un miracle. Bravo à ceux qui redonnent du sens au vrai. » Le téléphone du restaurant n'arrêta plus de sonner, les likes pleuvaient, les réservations affluaient et le personnel semblait marcher sur un nuage. Tous, sauf Caroline,
En voyant l'article relié au sandwich, elle fronça les sourcils. L'air agité, elle appela Dorian dans son bureau. « Dis-moi exactement qui a pensé à cette recette. J'ai le droit de savoir. On va en profiter pour la mettre à la carte officielle. » Dorian joua la montre. Il marmonna quelques mots vagues, hésitant, puis Henri entra à son tour, comme s'il avait senti le vent tourner. Toujours calme, il regarda Caroline droit dans les yeux et dit simplement « La vérité a un goût bien particulier, et elle va bientôt être servie. » Caroline fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Henri sourit, presque gentiment. Il ne répondit pas. Mais dans le silence qui suivit, elle sut qu'elle n'avait plus le contrôle total. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelque chose échappait à sa poigne, comme un plat qu'on rate même après l'avoir préparé 1000 fois. Ce lundi-là, après la fermeture du service du déjeuner, Léna traînait encore en cuisine, pendant que les autres s'éclipsaient un à un. Dorian lui avait demandé un coup de main pour ranger le vieux dépôt du sous-sol, un endroit humide et poussiéreux où s'entassaient des caisses de vaisselle fêlées, des boîtes de vieux ustensiles oubliés et une pile invraisemblable de papier qu'on n'avait jamais pris le temps de trier. Il faisait frais là-dessous, et ça sentait un mélange de rouille et de farine ancienne. Léna ouvrait une vieille boîte en métal cabossé quand ses doigts tombèrent sur un carnet, relié en cuir jauni, recouvert de taches de graisse et aux coins tordus. Elle le sortit lentement, souffla dessus pour enlever la poussière. À l'intérieur, tout était écrit à la main, dans une écriture penchée mais lisible, datée des années 1980. Des titres de plats, des listes d'ingrédients, des annotations, étranges dans les marges. En tournant une page au hasard, une photo glissa doucement et atterrit à ses pieds. Léna s'accroupit. Ce qu'elle vit la figea. Une femme noire souriante, dans une robe à fleurs, tenait une tarte dorée dans ses mains. Derrière elle, au mur, un écriteau lisait « Mason's Table, printemps 1981 ». Et gribouillé en dessous, à l'encre légèrement effacée, la tarte de Mamie Rosa. Son souffle se coupa. C'était sa grand-mère, celle dont sa mère parlait parfois sans trop entrer dans les détails, celle qu'elle imaginait presque comme un rêve flou, tellement les souvenirs étaient lointains. Elle se souvenait maintenant d'eux, ces histoires de salons blancs chics où tout brillait, des journées longues, des clients qui ne regardaient pas dans les yeux, et d'une tarte au citron meringuée dont tout le monde se resservait. Léna serra la photo contre elle en silence. Dorian arriva, l'air étonné en la voyant figée. Elle lui montra l'image. Il la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Rosa, ouais, c'était une sacrée cuisinière. Elle faisait partie des débuts de l'endroit. Sauf qu'après une embrouille avec l'ancienne direction, ils l'ont virée, sans raison valable. On n'a jamais su pourquoi. Un poids tomba sur les épaules de Léna. Ce resto qui l'oppressait depuis le premier jour avait un morceau de son histoire enterré sous la poussière. Et maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. Une colère, et sourde naquit en elle, pas explosive, mais solide, comme une pâte qu'on laisse reposer avant de la travailler. Ce vendredi-là, juste après avoir fini une longue journée de service, Léna trouva une enveloppe coincée sous la porte de son petit studio du quartier du Panier. Elle la retourna entre ses doigts, reconnaissant tout de suite le logo de l'agence. C'était le genre de courrier qu'on ne voulait jamais recevoir. Sans même l'ouvrir, elle savait. Mais elle l'ouvrit quand même. Et là, noir sur blanc. Préavis de résiliation du bail, 3 mois sans payer. Plus aucun délai possible. À partir du 1er du mois prochain, elle devait partir. Elle resta un moment debout, figée, la lettre entre les mains. Puis, comme un réflexe, la plia et la glissa dans sa basket, la cachant comme un secret honteux. Pas question d'en parler aux autres, pas même à Béa. Elle prit une douche froide et mangea sans appétit une boîte de maïs en conserve qu'elle traînait depuis des semaines au fond du placard. Assise sur son matelas, elle griffonna quelques mots sur une feuille chiffonnée qu'elle adressait à sa mère. Ce n'était rien qu'elle comptait envoyer, c'était juste une façon de respirer. « Je fatigue, maman. Je sais plus si ce que je fais sert encore, mais j'essaye.
Le lendemain matin, elle ouvrit une vieille boîte métallique où elle gardait ses objets les plus précieux. Il n'y avait pas grand-chose. 2 lettres jaunies, un mouchoir en dentelle et une chaîne fine avec un pendentif en émail bleu qu'on disait venir d'Afrique. C'était le collier de sa grand-mère Rosa, le seul objet de valeur qu'elle possédait encore. Les doigts tremblants, elle le prit, le regarda un temps, puis le glissa dans une pochette. L'après-midi même, après un court passage chez un antiquaire de la rue Sainte, elle rentra avec quelques billets honnêtement gagnés. Et au lieu de penser à sa propre note d'électricité ou à son loyer, elle alla frapper chez Béa, qui, depuis quelques jours, accumulait aussi ses ennuis financiers en silence. Léna lui tendit la somme. « C'est pour ton loyer. J'ai déjà vécu sans chambre. C'est moins pire que dormir inquiète. On peut pas tenir si on se protège pas entre nous. » Béa la serra fort, sans poser trop de questions. Juste à côté, derrière le petit vasistas donnant sur la cour arrière, Henri observait la scène à demi cachée. Il n'essaya pas de se faire entendre, mais ses yeux, brillants sous la lumière basse, disaient tout.